Mes parents m'ont dit, ne viens pas pour Thanksgiving. Ta fille est embarrassante. Ta sœur a besoin d'une journée sans drame. Ma fille de 6 ans et moi, nous étions déjà en route pour l'aéroport, pour rentrer à la maison. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Quand mes parents nous ont revus, leurs visages sont devenus pâles, car je me souviens encore, de la seconde exacte où mon estomac s'est noué, alors que mes mains étaient sur le volant, et que je n'avais nulle part où évacuer ce sentiment. Nous étions sur l'autoroute, en direction de l'aéroport. C'était la veille de Thanksgiving. Le ciel était gris, le trafic avançait juste assez vite pour vous faire croire que vous pourriez être à l'heure, ce qui est toujours la façon dont les aéroports vous attirent vers l'optimisme, avant de vous humilier au contrôle de sécurité. Ma fille, Ivy, était à l'arrière dans son rehausseur, et elle agitait ses pieds comme si elle avait des ressorts dans ses chaussures. Elle comptait les jours avant ce voyage, comme les enfants le font, comme si c'était à la fois Noël, un anniversaire, et l'apparition d'une licorne, tout cela réuni. « Est-ce que tu penses que Mason jouera avec moi cette fois ?» a-t-elle demandé. Mason était le fils de ma sœur, Allison. Il avait 7 ans, et il traitait Ivy comme une application moyennement intéressante, qu'il pouvait fermer dès qu'il s'ennuyait. « J'en suis sûr, ai-je dit, avec cette voix que les mères utilisent quand elles mentent pour avoir la paix. Et Paige va me montrer sa nouvelle Barbie, a continué Ivy, imperturbable. Paige était la fille d'Allison, elle avait 9 ans, et elle s'entraînait déjà à faire le genre d'expression faciale que l'on voit chez les gens qui critiquent des restaurants pour gagner leur vie. Ivy chantonnait pour elle-même, en serrant le petit renard en peluche qu'elle avait insisté pour apporter, pour qu'il puisse fêter Thanksgiving, lui aussi. Elle avait fabriqué des marque-places à l'école, de vrais petits morceaux de papier pliés avec nos noms, et des dessins de dinde qui semblaient avoir survécu à une petite explosion. Elle était ravie de voir ses grands-parents. Elle n'arrêtait pas de dire la maison de mamie, comme s'il s'agissait d'un lieu magique, rempli de collations enchantées. J'étais pleine d'espoir, pas de manière naïve, mais plutôt dans l'idée que peut-être, cette année, tout le monde se comportera comme des adultes pendant 4 heures. C'était un optimisme prudent, fragile, comme si je faisais tenir un ornement en verre en équilibre dans un bus en mouvement. Mon téléphone a sonné. L'écran s'est éclairé avec le nom à maman. J'ai souri automatiquement, car apparemment, mon système nerveux n'avait pas reçu le mémo m'autorisant à être méfiante. « Coucou », ai-je dit, en appuyant sur le bouton pour mettre le haut-parleur, parce que je conduisais, et aussi parce que je n'essaie pas de me faire arrêter pour avoir tenu mon téléphone comme une adolescente qui filme un TikTok. « Salut, Sarah », a dit ma mère. Son ton était prudent, trop prudent, comme quelqu'un qui essaie de déplacer un vase sans vous laisser entendre le bruit du frottement. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Ivy regardait par la fenêtre, la bouche un peu ouverte, détendue, heureuse. « Salut, maman », ai-je dit, toujours sur un ton léger. Nous sommes en route. Je pense que nous allons arriver avec. Écoute, a-t-elle coupé, et mon optimisme a volé en éclats, en petits morceaux scintillants. Il y a eu une pause, juste assez longue pour que mon cerveau se dise, quelque chose ne va pas. Nous avons discuté, a-t-elle dit. Et nous pensons qu'il est préférable que vous ne veniez pas cette année. J'ai cligné des yeux, comme si mes yeux pouvaient réinitialiser la phrase. Quoi? Ai-je dit. C'est juste que, a-t-elle continué, comme si elle expliquait la météo, ta fille est embarrassante. Nous ne voulons pas d'elle ici. Allison a besoin d'une journée sans drame. Il y a des moments où vous pouvez sentir votre corps prendre une décision, sans vous consulter. Le mien a décidé, juste à cet instant, que si je restais sur la route, nous allions finir dans le coffre de quelqu'un. Mes mains se sont crispées sur le volant. J'ai mis mes feux de détresse, et je me suis rangé doucement sur le bas-côté, à moitié garé, à moitié abandonnant le concept des lois du trafic, par pur instinct de survie. Si ma voiture avait eu des sentiments, elle aurait soupiré et dit, c'est reparti. La voix d'Ivy est venue de la banquette arrière, petite et immédiate. Maman? J'ai fixé la ligne floue de la route devant moi. Ma mère parlait toujours dans le haut-parleur, mais mon cerveau s'était focalisé sur une seule chose, Ivy avait entendu. À la seconde où j'ai réalisé cela, j'ai tapé sur l'écran, et j'ai enlevé le haut-parleur si vite que c'était presque un réflexe, comme si je ramassais un couteau sur le sol avant qu'un enfant ne marche dessus. Maman, ai-je sifflé, parce que chuchoter rend apparemment tout plus supportable. Je conduis. Ivy est dans la voiture. Nous sommes en route pour l'aéroport. De quoi est-ce que tu parles?
Tu m'as bien entendu, a dit ma mère, et le ton prudent a disparu comme s'il n'avait jamais existé. C'est mieux comme ça. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. Ivy ne remuait plus ses pieds. Elle fixait simplement devant elle, son renard serré fort contre sa poitrine, comme si c'était une armure. Je ne faisais pas confiance à ma propre bouche pour rester prudente devant elle, pas même pour une phrase de plus. Attends, ai-je dit, d'un ton sec. Une seconde. Puis je me suis penché en arrière, juste assez pour garder une voix douce pour Ivy. Chérie, reste attachée. Je serai juste devant la portière. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'étais déjà hors de la voiture. Portière fermée. Air froid, rugissement de l'autoroute. Un pas loin de mon enfant, un pas plus près de la vérité. J'ai repris le téléphone. D'accord, ai-je dit, d'une voix basse et ferme. Répète-le. Ma mère n'a même pas cherché à adoucir ses propos. Allison ne veut pas de stress. Elle a des invités. Nous ne ferons pas ça. Des invités, ai-je répété, et c'est sorti d'un ton plat. Donc Ivy, c'est quoi? Une mauvaise image? Ma mère a fait ce petit bruit irrité qu'elle fait quand je nomme la chose qu'elle cache. Ne commence pas. Je ne commence pas, ai-je dit. Je clarifie. Tu viens de me dire que ma fille de 6 ans est embarrassante. Elle s'en remettra, a dit ma mère, comme si elle parlait d'un verre renversé. Une voiture est passée en trombe, le vent tirant sur mon manteau. J'ai fixé ma propre portière, comme si c'était la seule chose solide au monde. Nous avons déjà nos vols, ai-je dit. Une seule phrase. Pas de supplication. Nous sommes littéralement en route. Et maintenant, vous ne l'êtes plus, a-t-elle tranché. Allison a besoin d'une journée sans drame. C'était encore ça. Sans drame, comme si mon enfant était une substance non réglementée. J'ai dégluti. Donc c'est tout? C'est mieux ainsi, a dit ma mère. Finale. Nous nous verrons une autre fois. Un silence a pesé, juste assez longtemps pour que j'attende le moment où elle dirait « Je suis désolé ». Elle ne l'a pas fait. Elle a fait ce qu'elle faisait toujours, quand je ne me pliais pas immédiatement à la forme dont elle avait besoin. Elle a raccroché. J'ai fixé l'écran noir pendant une demi-seconde, comme si peut-être il allait se rallumer et dire « Je plaisante ». J'aime ma petite fille. J'ai perdu la tête. Ce ne fut pas le cas. Alors, j'ai fait la seule chose qui restait à faire. J'ai appelé la personne dont le confort, apparemment, gérait le calendrier des vacances. Allison a décroché à la deuxième sonnerie. Quoi? A-t-elle dit, déjà agacée, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Respirer, probablement. Est-ce que tu as dit à maman de ne pas nous laisser venir? Ai-je demandé. À cause d'Ivy? Un temps mort, puis un soupir. Un de ces soupirs conçus pour que vous vous sentiez embarrassante, simplement parce que vous parlez. Sarah, a dit Allison, j'ai des gens qui viennent. Des gens, ai-je répété en écho. Justine a des clients, a-t-elle ajouté rapidement, comme si cela rendait la chose noble, comme si c'était une œuvre de charité d'accueillir Thanksgiving pour des gens commercialement importants. Mon estomac est devenu froid. Donc, tu ne voulais pas de questions. Il y a eu un silence, juste assez long pour compter comme une réponse. La voix d'Allison s'est durcie. Je ne veux pas de scène. Mon enfant existe, ai-je dit. C'est ça, la scène. Tu es en train d'en faire une, là, a rétorqué Allison. C'est pour ça que personne ne peut te supporter. Tu rends tout dramatique. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas essayé d'enseigner l'empathie à quelqu'un qui traitait cela comme une option facultative. D'accord, ai-je dit, et ma voix était assez calme pour que même moi, je ne la reconnaisse pas. J'ai compris. Et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis resté là, sur le bord de l'autoroute, pendant quelques secondes encore, parce que j'avais besoin de respirer. Puis j'ai ouvert la portière, et je suis remonté. Les yeux d'Ivy se sont tournés vers mon visage immédiatement, cherchant des indices, comme les enfants le font quand ils n'ont pas encore les mots. J'ai forcé mon visage à rester calme, ce genre de calme que les mères apprennent dans des situations de prise d'otage. Coucou, ai-je dit doucement. Ivy n'a pas hésité.
Ils ne veulent pas de moi. Ma gorge s'est serrée. J'ai eu une envie soudaine, et vive, de hurler contre le volant, mais Ivy me regardait, et j'avais une mission. Non, ai-je dit automatiquement. Ne mens pas, a dit Ivy, la voix tremblante. J'ai entendu. Mamie a dit que je suis embarrassante. Je me suis adossé et j'ai fixé l'autoroute. Mes feux de détresse clignotaient, de manière régulière et brillante, comme si ma voiture appelait discrètement à l'aide. Je suis désolé, ai-je dit, et c'est sorti d'une voix rauque. Ivy a serré son renard en peluche plus fort, comme si elle pouvait le protéger de la honte. J'ai fixé les panneaux de l'aéroport au loin, et j'ai réalisé quelque chose, avec une sorte de clarté stupéfaite. Je pouvais encore faire en sorte que cette journée soit pour nous. J'ai fait demi-tour. Ivy n'a rien dit pendant un long moment. C'était la partie la plus effrayante. Une enfant de 6 ans silencieuse n'est jamais bon signe. Je nous ai conduites dans un magasin de glace, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre avec un cœur brisé, et une enfant qui croyait encore en ses grands-parents. Choisis tout ce que tu veux, ai-je dit. 2 boules. Elle m'a regardé. Même des vermicelles? Surtout des vermicelles, ai-je répondu. Nous nous sommes assises près de la fenêtre. Ivy fixait son Cinda et n'en mangeait pas. Puis j'ai remarqué la table à côté de nous, un couple plus âgé, leur fille, et une petite fille d'environ l'âge d'Ivy. Ils étaient simplement ensemble, avec aisance, comme si personne n'avait à gagner sa place. Ma gorge s'est serrée. J'ai détourné le regard rapidement, comme si cela allait arrêter l'émotion. Ça n'a pas marché. La femme plus âgée s'est penchée doucement. Et, est-ce que ça va? J'ai ouvert la bouche pour dire ça va. Rien n'est sorti. Ivy a reniflé à côté de moi, discrètement, comme si elle essayait d'être assez petite pour ne pas causer de problème. La femme plus âgée a regardé Ivy, puis moi, et son expression s'est adoucie. Est-ce que vous voudriez vous asseoir avec nous? Avant que je ne puisse répondre, leur petite fille a glissé de sa chaise, et s'est avancée vers Ivy. Je m'appelle Mia, a-t-elle dit. Est-ce que tu aimes les licornes? Ivy a cligné des yeux. Oui. Viens, a dit Mia, et Ivy l'a suivie vers le coin de jeu, comme si son corps se souvenait enfin de comment être une enfant. La femme plus âgée a souri. Je suis Barbara. Voici Walter. Et voici notre fille, Julia. Sarah, ai-je dit. Et voici Ivy. Barbara ne s'est pas montrée intrusive, comme si nous allions entamer une analyse profonde. Elle a simplement fait un signe de tête vers le coin de jeu, où Ivy et Mia se disputaient déjà pour une cuillère en plastique, comme si c'était important. Elle dégage une bonne énergie d'enfant, a dit Barbara, comme si c'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Walter a fait glisser une serviette vers moi sans en faire toute une histoire. Petit geste, grand impact. Julia m'a lancé un regard rapide, et sympathique, en disant, les fêtes, ça peut être beaucoup. J'ai laissé échapper un souffle qui n'était pas tout à fait un rire. C'est une façon de le dire. Barbara m'a observé pendant une seconde, calme, pas curieuse, et m'a demandé gentiment, est-ce que tu vas bien? J'aurais dû dire oui. J'aurais dû dire juste fatigué et passer à autre chose, comme je le fais toujours. Mais ma bouche m'a trahi. Pas vraiment, ai-je admis. Et puis, parce que le barrage était déjà fissuré, une phrase m'a échappé. Nous étions censés rentrer pour Thanksgiving, et ma mère a appelé pour nous dire de ne pas venir. L'expression de Barbara a changé. Pas de manière dramatique, juste immédiate. À cause d'Ivy? A demandé Julia doucement, comme si elle connaissait déjà la réponse, mais ne voulait pas présumer. J'ai fixé mes mains. Oui. La mâchoire de Walter s'est crispée. La voix de Barbara est descendue d'un ton, prudente. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai hésité. Puis j'ai dégluti. Que Ivy était embarrassante. Personne n'a parlé pendant un moment. Barbara n'a pas demandé l'histoire de ma vie. Elle n'a pas exigé de détails. Elle a juste dit, à voix basse, comme si elle ne pouvait s'en empêcher, comment peut-on dire cela d'un enfant? Et c'était bien là le problème, car la vraie réponse ne tenait pas en une phrase. Ce n'était pas juste un coup de téléphone. Et je n'avais aucune idée de par où commencer. Barbara et Walter me regardaient, comme s'ils attendaient la suite de l'histoire.
Et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais raconté à voix haute, à des gens qui n'étaient pas déjà déterminés à me comprendre de travers. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je m'apprête à dire quelque chose de douloureux, j'ai fait une plaisanterie. Ma famille tient beaucoup aux traditions, ai-je dit. Comme la dinde, la farce, et prétendre que je n'existe pas, à moins que ma sœur n'ait besoin d'un public. Julia a laissé échapper un petit rire qui a semblé la surprendre, comme si elle reconnaissait ce mécanisme de défense. Barbara n'a pas ri, non pas parce qu'elle n'avait pas compris, mais parce qu'elle comprenait trop bien. « Tu as une sœur » a-t-elle demandé. « Une aînée » ai-je répondu. « Allison. » Rien que de prononcer son nom, mes épaules se sont crispées. Allison était la fille parfaite, celle qui ne causait pas de problème, surtout parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de demander quoi que ce soit. Tout lui était remis comme une couronne. En grandissant, les réussites d'Allison étaient encadrées. Les miennes étaient reconnues si personne n'était occupé. Si Allison obtenait un A, mes parents disaient, c'est notre fille. Si j'obtenais un A, mes parents disaient, bien. Continue comme ça. Si Allison pleurait, toute la maison s'organisait autour d'elle. Si je pleurais, mes parents disaient, ne commence pas. À l'âge adulte, Allison a épousé Justin, un homme que mes parents approuvaient, comme s'il faisait partie du jury d'une émission de télé-réalité intitulée Le gendre acceptable de l'Amérique. Justin serrait les mains comme s'il le pensait vraiment. Il portait des chemises boutonnées. Il riait aux blagues de mon père. Il s'insérait dans le monde de mes parents comme une pièce de puzzle qu'ils auraient commandée en ligne. Allison a eu Mason et Paige, et mes parents se sont transformés en ce genre de grands-parents que l'on voit dans les publicités, ceux qui font des biscuits, postent des photos, et écrivent des légendes sur les bénédictions. Quand Mason est né, ma mère l'a annoncé comme si la famille royale avait produit un héritier. Quand Ivy est né, ma mère a dit, eh bien, ça va être difficile. Je n'ai pas dit tout cela à Barbara et Walter. Pas encore. Car le fait est que mes parents n'étaient pas des méchants de film, en train de friser leurs moustaches. Ils n'étaient pas cruels à chaque seconde. Ils pouvaient être gentils parfois, par petites bouffées confuses. Une carte d'anniversaire, un jouet envoyé une fois, un dit à Ivy que je l'aime glisser à la fin d'un appel comme une pensée de secours. Juste assez pour me faire espérer, juste assez pour que je continue d'essayer. Le père d'Ivy, mon ex, était une relation que je pensais devenir toute une vie. Il souriait sur les photos. Il pouvait être charmant en public. Et puis, discrètement, derrière les portes closes, le charme a tourné. Je n'entrerai pas dans les détails, vous n'en avez pas besoin. Ce qui compte, c'est que c'est devenu abusif. Et une nuit, j'ai fait un sac, j'ai attaché une Ivy bien plus petite dans son siège auto, et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, parce que je pensais sincèrement que c'était à ça que servait la famille. J'imaginais une porte s'ouvrant, et ma mère me tirant vers l'intérieur en disant, tu es en sécurité. Ce que j'ai obtenu, c'est ma mère regardant le sac en disant, tu es sûr? Et mon père, à moitié réveillé, clignant des yeux vers moi comme si j'étais arrivé avec un raton laveur. Il semblait bien, pourtant, a dit ma mère. Tu as toujours été sensible, Sarah. Sensible, une autre devise familiale. Je leur ai dit la vérité aussi prudemment que possible. J'ai dit, il n'est pas celui que vous croyez. Et ma mère a répondu, ne dramatise pas. Ils nous ont laissé rester. C'est la partie sur laquelle je me concentrais autrefois, comme si cela excusait tout le reste. Mais rester, c'était comme vivre à l'intérieur d'une étiquette d'avertissement. Personne ne m'a crié dessus. Personne ne nous a jetés dehors sous la neige. C'était plus subtil que ça. C'était la façon dont ma mère soupirait quand Ivy pleurait, comme si le son était personnellement offensant. C'était la façon dont mon père regardait la télé quand je parlais, comme si un contact visuel pouvait l'obliger à s'intéresser à moi. C'était la façon dont ma mère disait des choses comme « Tu sais, ça va être plus dur de faire ça seule » ou « C'est dommage que les choses n'aient pas marché », comme si le problème était l'esthétique de ma vie, et non ma sécurité. Une fois, j'ai dit doucement, avec précaution, que j'étais soulagé de ne pas être marié avec lui. Je le pensais d'un point de vue pratique. Un divorce est coûteux et épuisant. Ma mère m'a regardé comme si j'avais avoué un crime. Les familles s'arrangent, a-t-elle dit. Les gens ne partent pas, tout simplement. Je me souviens avoir pensé, si, ils le font. Je viens de le faire.
Mais je ne l'ai pas dit. J'ai avalé mes mots. Je me disais que ma mère était de la vieille école. Je me disais qu'elle ne comprenait pas la maltraitance. Je me disais qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux. Je me suis raconté beaucoup de choses. Puis est venue la partie qui a rendu tout parfaitement clair, avec le recul. Un après-midi, ma mère a mentionné que des invités venaient, des gens de l'église, des voisins, des gens bien, et elle a dit, « Pourquoi tu ne sortirais pas un peu avec Ivy ?» Pas parce qu'Ivy avait besoin d'air pur, mais parce que ma mère ne voulait pas avoir à m'expliquer. J'ai emmené Ivy dans un parc, je l'ai regardée tituber sur un toboggan, et j'ai pensé, au moins, elle est heureuse. Je me disais que c'était temporaire. C'était toujours temporaire, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai commencé à postuler pour des emplois comme si ma vie en dépendait, parce que c'était un peu le cas. Mes parents ne me disaient pas « tu dois partir ». Ils disaient des choses comme « alors, c'est quoi ton plan ?» ou « tu ne peux pas rester ici pour toujours » et « tu ne veux pas rester coincé ». Finalement, j'ai eu une offre d'emploi, une offre correcte, mais c'était loin, assez loin pour que les visites demandent de l'organisation, des billets, toute une logistique. Je me souviens m'être tenu dans la cuisine avec la lettre d'offre à la main, Ivy sur la hanche, et avoir dit « c'est vraiment loin ». Je pense que je devrais continuer à chercher quelque chose de local, juste un peu plus longtemps. Je m'attendais à ce que mes parents disent « bien sûr, nous pouvons t'aider. Reste. Trouve la bonne chose ». Ma mère n'a même pas hésité. Un travail est un travail, a-t-elle dit. On ne refuse pas ça. Tu ne peux pas faire la fine bouche, a ajouté mon père sans lever les yeux. Tu ne veux pas rester coincé ici pour toujours, a dit ma mère, et les mots sont tombés comme une porte qui se ferme. Alors, j'ai pris le poste. J'ai déménagé. J'ai construit une vie loin d'eux. Je me disais que c'était de l'indépendance, et ça l'était. Mais c'était aussi un exil, avec un meilleur emballage marketing. Malgré tout, Ivy continuait de poser des questions sur ses grands-parents, surtout parce que les autres enfants parlaient des leurs, et qu'elle voulait faire partie du groupe. Alors, quand ma mère l'a traitée d'embarrassante, cela ne m'a pas seulement blessé, moi. Cela a touché Ivy. Et ce fut la goutte d'eau. Je pouvais encaisser la honte dirigée vers moi. Mais je n'allais pas apprendre à ma fille à l'encaisser elle aussi. C'est pour ça que, assise dans ce magasin de glace en regardant Ivy jouer avec Mia, j'ai enfin ouvert les yeux sur la vérité. Les choses ne devaient pas obligatoirement être comme ça. Et quand Barbara a dit « Venez à notre Thanksgiving demain », j'ai compris que ce n'était pas de la pitié. C'était une porte ouverte. J'y suis allé. Pas parce que je n'étais pas terrifié, mais parce que Ivy méritait une fête où elle n'était pas traitée comme un problème à gérer. La maison de Barbara sentait vraiment Thanksgiving. La dinde rôtie, le beurre, la cannelle, quelque chose en train de cuire qui rendait tout l'endroit chaleureux, avant même que quelqu'un ne vous adresse la parole. Walter a ouvert la porte avec un sourire, comme si nous étions attendus, et non simplement tolérés. « Sarah » a-t-il dit, comme si mon nom avait sa place dans sa maison. « Tu as réussi à venir. » Ivy est restée en retrait derrière moi au début, serrant son renard en peluche comme un bouclier. Puis Mia est apparue et a dit « Tu es là. » Comme si c'était la meilleure nouvelle de sa vie. Les épaules d'Ivy sont descendues d'un centimètre, puis d'un autre. Barbara m'a tendu un verre de quelque chose de chaud et a dit « La cuisine est par là. Les chaussures, où tu veux. Vous faites partie de la famille aujourd'hui. » De la famille aujourd'hui. Cette phrase aurait pu paraître banale. Venant de Barbara, elle sonnait comme une vérité. Ivy et Mia ont disparu dans une pièce pleine de jouets, et je suis resté là, dans l'entrée, mon manteau encore sur le dos, clignant des yeux comme quelqu'un qui venait de débarquer dans le mauvais film. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai consulté rapidement, par habitude, comme si peut-être l'univers allait m'envoyer un SMS d'excuses et que je pourrais recommencer à croire en la magie. C'était Facebook. Et c'était là, une photo de mes parents à table avec Allison et Justine, Mason et Paige, tous souriants, posant, parfait. Le genre de photo qui hurle, nous sommes reconnaissants. Nous sommes bénis. Nous sommes aussi très doués pour les angles de vue. La légende parlait de famille et de rien ne vaut du temps avec les petits-enfants. Des cœurs, des commentaires, des gens disant « c'est magnifique » ou « j'adore ». Il n'y avait aucune mention de moi. Aucune mention d'Ivy.
Pas même un mensonge poli du genre quelqu'un nous manque, juste un coup de gomme bien propre. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde et quelque chose en moi est devenu très calme. Pas triste, pas choqué, juste. Fini. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis entré dans la cuisine de Barbara, où Julia remuait quelque chose sur la cuisinière et Walter découpait quelque chose comme s'il en faisait une affaire personnelle. Barbara a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a rien demandé. Elle a simplement poussé une assiette vers moi et a dit « Assieds-toi. Mange pendant que c'est chaud. » Et voici le truc, je n'ai pas pleuré. Non pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que j'avais enfin compris que mes larmes étaient gaspillées pour des gens qui s'en servaient comme d'une preuve que j'étais dramatique. Alors, j'ai agi. Ce n'était pas une action spectaculaire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une décision interne tranquille, mais si ferme qu'elle ressemblait à de l'acier. Ivy n'aurait plus jamais à passer d'audition pour mériter l'amour. Plus tard, alors que nous mangions, Ivy s'est penchée vers moi et a demandé très doucement, « Maman, est-ce que tu penses que mamie voudra de moi un jour ?» Ma fourchette s'est arrêtée en plein air. De l'autre côté de la table, Barbara ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Je sentais qu'elle écoutait. J'ai forcé ma voix à rester calme. « Tu n'es pas le problème, ai-je dit. »« Jamais. » Ivy a hoché la tête, comme si elle voulait me croire mais n'était pas sûre d'en avoir le droit. Julia a tendu le bras et a fait glisser un petit pain supplémentaire vers Ivy. Pas d'histoire, pas de pauvre chérie, juste, tiens. Tu es des nôtres. Après Thanksgiving, mes parents n'ont pas envoyé de SMS. Je n'ai pas envoyé de SMS non plus. Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois. Ce ne fut pas une rupture brutale. Ce fut un silence mutuel qui prouvait à quel point ma place dans cette famille avait toujours été conditionnelle. Si je ne me présentais pas pour être géré, personne ne venait me chercher. Pendant ce temps, les dîners du dimanche chez Barbara et Walter sont devenus normaux. Chaque semaine, 17h, comme un rendez-vous fixe avec la sécurité. Petit à petit, les dessins d'Ivy ont commencé à apparaître sur leur frigo. Un gobelet pour enfants est resté dans le placard, comme s'il habitait là. Ni à garder une place pour Ivy sans qu'on le lui demande. Walter interrogeait Ivy sur l'école comme si sa réponse était importante. Un dimanche, Ivy a renversé du jus de pomme sur la table. J'ai tressailli, car mon corps s'attendait encore à des soupirs, des roulements d'yeux et des gonettements, « Sarah ». Barbara a juste attrapé un torchon et a dit « C'est une table ». Elle en a vu d'autres. Walter a hoché la tête solennellement. J'ai déjà renversé de la sauce sur un centre de table de Thanksgiving, en 1998. La famille a survécu. Ivy a rigolé. Un vrai rire. L'humour peint sans rire est la façon dont j'ai survécu à mon enfance. L'humour chaleureux est la façon dont Ivy guérissait. Et puis, un après-midi, c'est arrivé. Ivy courait vers Barbara dans la cuisine, les bras ouverts, et elle a crié « Mamie Barbara ». J'ai arrêté de respirer, car je m'attendais à une correction. Je m'attendais à un malaise. Je m'attendais à ce que quelqu'un dise « Oh, non, ma chérie. Je ne suis pas ta ». Barbara s'est retournée, a ouvert ses bras, et a dit « Voilà ma grande ». Juste comme ça. Walter a levé les yeux de son journal et a dit « Salut, gamine ». Et Ivy a rayonné. Je suis allé aux toilettes, et je me suis regardé dans le miroir pendant une minute entière, parce que mes yeux étaient mouillés et que j'étais furieuse de voir à quel point c'était injuste que l'amour puisse être aussi simple, si seulement les gens choisissaient de l'être. Cette semaine-là, j'ai mis à jour les documents importants. Les sorties d'école, les contacts d'urgence, les autorisations médicales, et un plan de tutelle. Tranquille, légal, permanent. S'il m'arrivait quoi que ce soit, Ivy irait chez Barbara et Walter. Pas chez mes parents, pas chez Allison, pas chez Justine. C'était la phrase la plus adulte que j'ai jamais écrite. Et ma main n'a pas tremblé une seule fois. Julia et moi sommes aussi devenus plus proches. Pas de cette façon où on s'assoit pour discuter de nos sentiments pendant 3 heures. De façon concrète. On s'est échangé la garde des enfants une fois, puis une autre. On vidait notre sac pendant que les enfants jouaient. Ça a commencé à ressembler à une sororité, sans que l'une ou l'autre ne lui donne de nom.
Puis Julia m'a invité à une rencontre de parents solo qu'elle organisait une fois par semaine dans un centre communautaire. C'est sans pression, a-t-elle promis. Les enfants jouent. Les adultes font semblant de se souvenir de comment on socialise. Ça ressemblait à mon genre de cauchemar. Alors j'y suis allé. Et c'est là que j'ai rencontré Lucas. Il est entré avec un petit garçon, Léo, qui avait un épi sur la tête et l'expression sérieuse d'un enfant en train d'évaluer si l'endroit proposait des collations. Lucas n'était pas tape à accent grave-l'œil. Il n'est pas entré comme s'il passait une audition pour être le papa préféré de tout le monde. Il remarquait simplement les choses. Il a tenu la porte pour une maman qui jonglait avec une poussette. Il a ramassé un gobelet tombé au sol comme si ce n'était pas indigne de lui. Il a fait un signe de tête à Ivy comme si elle était une personne, et non un accessoire rattaché à moi. Ça n'est pas arrivé d'un coup. Lucas est devenu un élément régulier de notre routine, puis de notre vie. Ivy et Léo ont accroché. Les dimanches chez Barbara et Walter sont devenus la norme. Une année a passé, tranquille, solide, et d'une certaine manière, sans fanfare, nous nous sommes retrouvés à organiser un mariage. Un an après le Thanksgiving qui avait tout déclenché, ma vie ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était auparavant. J'étais fiancé à Lucas. Ivy avait Léo et Mia comme des meilleurs amis intégrés à la famille. Barbara et Walter n'étaient plus des gens gentils rencontrés une fois. C'était la famille. Ma famille biologique était restée silencieuse pendant un an. Alors, quand le nom maman a éclairé mon téléphone, je l'ai regardé comme s'il risquait de me mordre. Lucas a levé les yeux. Ça va? Définis ça va, ai-je dit avant de répondre. Sarah, a dit ma mère, d'une voix prudente, contrôlée. Le même ton que sur l'autoroute. J'ai entendu dire que tu te mariais. Oui. Un silence, puis la vraie raison. Où est notre invitation? J'ai gardé une voix calme. Vous n'êtes pas invité. Un silence, puis de l'outrage, comme si j'avais enfreint une loi. Comment ça, tu ne nous invites pas? Je veux dire exactement cela. C'est ridicule, a-t-elle tranché. Ce qui était ridicule, ai-je dit, c'était de traiter ma fille de 6 ans d'embarrassante. Ne commence pas, a-t-elle prévenu. J'ai failli rire. La mémoire musculaire. Je ne commence pas, ai-je répondu. Je termine. Elle a raccroché. Puis la pression est arrivée par vagues. Des appels, des SMS, des membres de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, découvrant soudainement mon numéro comme si c'était un nouveau loisir. Tu ne peux pas ne pas inviter tes parents. Sois la personne la plus raisonnable. La famille, c'est la famille. Je me suis expliqué une seule fois. Une phrase à une personne. Ils ont rejeté Ivy. Elle a tout entendu. La ligne est devenue silencieuse après ça. Puis le message vocal est arrivé. Nous venons quand même, a dit ma mère, d'une voix tendue et satisfaite, comme si elle avait résolu un problème. Allison a envoyé un SMS, tu es en train de faire ton cinéma. C'est pour ça que personne ne peut te supporter. Lucas a tout écouté, la mâchoire serrée. Tu n'es pas folle, a-t-il dit doucement. Merci, ai-je répondu. J'aimerais bien que cette phrase soit brodée sur un oreiller. Nous avons organisé la sécurité pour le mariage. Une règle, sans exception, personne n'approche Ivy. Le jour du mariage est arrivé. Je me préparais, Julia s'activait avec un fer à friser, Barbara ajustait la robe d'Ivy, et Walter se tenait à proximité, faisant semblant de ne pas être ému. Ivy a tourné sur elle-même. Est-ce que j'ai l'air d'une dame? Tu as l'air d'être un sacré numéro, a dit Julia avec tendresse. Le meilleur genre. Barbara a souri à Ivy. Notre petite chérie. Walter s'est raclé la gorge. Prête, gamine? Puis la coordinatrice est entrée. Sarah, tes parents sont là. Et la famille de ta sœur aussi. Mon pouls a fait un bond. Lucas a été instantanément à mes côtés. Tu veux qu'on les mette dehors? J'ai regardé Ivy. Sa robe éclatante, son petit bracelet, son cœur de 6 ans encore en pleine guérison. Je n'allais pas risquer une scène de cris à portée de voix d'Ivy. Non, ai-je dit. Laisse-les entrer. Au dernier rang, loin d'Ivy. S'ils bougent vers elle,
arrêtez-les. La coordinatrice a hoché la tête et a disparu. Walter m'a offert son bras. Sa main était ferme. C'était tout ce qui comptait. Je me suis engagé dans l'allée. Ils étaient au fond. Ma mère, rigide, mon père, effacé, Allison, scrutant la salle comme s'il s'agissait d'une évaluation de stage, Justine, adossé comme s'il était chez lui, Mason et Paige, déjà en train de s'ennuyer. Mon père biologique ne s'est pas levé. Walter, lui, l'a fait. Walter m'a conduite à l'hôtel comme s'il était honoré d'être là, comme si je comptais. Lucas attendait devant l'hôtel, les yeux rivés sur moi, ce genre de regard qui dit « c'est toi que je choisis. Et je choisis aussi ton enfant. » Et nous nous sommes mariés. Ma famille biologique regardait depuis le fond, comme des gens qui seraient arrivés trop tard pour avoir de l'importance. À la réception, Ivy était en sécurité à la table des enfants avec Mia et Léo. C'était tout ce qui me importait. Puis le DJ a tapoté le micro. Si je peux avoir l'attention de tout le monde. Mon estomac s'est noué. Pas de peur, d'anticipation, car j'avais prévu ce moment. J'ai pris le micro. Merci d'être ici, ai-je commencé. J'ai fait une pause. Puis j'ai dit, calmement, clairement, d'une façon impossible à ignorer, il y a un an, on m'a dit de ne pas venir pour Thanksgiving parce que mon enfant était trop. Un grand silence a envahi la salle. Cet appel ne nous a pas enlevé quelque chose. Il m'a montré où était notre véritable place. Je me suis tourné vers Barbara et Walter. Barbara, Walter, vous nous avez fait une place alors que vous n'y étiez pas obligés. Vous avez aimé Ivy comme si elle n'était pas un fardeau, comme si elle était exactement ce qu'elle est, une enfant incroyable. La salle a explosé. Des applaudissements, des sifflets, les gens se sont levés. Barbara s'est levée, bouleversée. Walter s'est tenu à ses côtés, le visage rouge de fierté. Julia, ai-je ajouté, tu es devenue la sœur dont j'ai toujours eu besoin. Nouveaux applaudissements. Puis j'ai regardé le dernier rang. Le visage de ma mère était devenu livide. Allison semblait stupéfaite. Le sourire de Justine avait disparu. Mon père fixait ses mains. Leur visage était pâle parce que, maintenant, toute la salle savait. Désormais, l'histoire m'appartenait. J'ai rendu le micro et je me suis glissé dans les bras de Lucas. Pendant une seconde parfaite, tout cela était à moi. Puis ma mère s'est frayé un chemin à travers la foule. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a-t-elle sifflé. « La vérité, ai-je répondu. « Tu nous as humiliés. » a-t-elle lancé. « Tu as humilié une enfant de 6 ans. » Je ne fais qu'équilibrer les énergies, ai-je rétorqué. Ses yeux ont brillé de colère. « C'est ma petite fille. » J'ai gardé la voix basse. « Tu l'as rejetée. »« Ce n'est pas vrai. » a-t-elle commencé. « Stop, ai-je dit, et le mot est tombé comme une porte qui se referme. Tu as dit qu'elle était embarrassante. Elle a tenté d'utiliser la dernière arme qui lui restait. Tu ne peux pas nous empêcher de la voir. Nous avons des droits. Et c'est là que j'ai lâché l'info. S'il m'arrive quoi que ce soit, ai-je dit d'un ton égal, Ivy va chez Barbara et Walter. Pas chez vous. Ma mère a littéralement titubé. Tu. Quoi? Vous n'êtes inscrit nulle part où cela compte, ai-je dit doucement. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Allison semblait furieuse. Ma mère s'est tournée vers Ivy comme si elle pouvait encore récupérer quelque chose. Tu es là. A-t-elle crié, d'une voix soudainement mielleuse. Viens ici, ma chérie. La sécurité est apparue instantanément et lui a barré la route. Walter s'est interposé aussi, calme, inébranlable. Julia était déjà en train d'éloigner Ivy. Barbara l'a rejointe en premier, calme et expérimentée, comme si ce n'était pas la première fois qu'elle protégeait un enfant contre le chaos des adultes. La voix de ma mère est montée d'un ton, c'est ma famille. La voix de Walter est restée basse, pas aujourd'hui. J'ai regardé ma mère et j'ai senti quelque chose s'apaiser. C'était calme. Définitif. Je ne te hais pas, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté d'attendre que tu sois différente. Puis j'ai fait un signe à la sécurité. Veuillez les escorter vers la sortie. Ils ont été évacués.
Ma mère n'arrêtait pas de regarder en arrière, comme si elle s'attendait à ce que je lui coure après. Je ne l'ai pas fait. Je me suis accroupi devant Ivy. Ça va, ma puce? Ivy a froncé les sourcils. C'était mamie? C'était quelqu'un qui n'a plus le droit de te faire de mal, ai-je répondu. Ivy a cligné des yeux, puis a demandé, est-ce que je peux avoir du gâteau maintenant? J'ai laissé échapper un rire un peu tremblant. Absolument. Et je suis retourné à ma fête de mariage. Le lendemain matin, mon téléphone était plein de messages de gens qui se souciaient plus des traditions que des sentiments d'un enfant. Je les ai supprimés. Puis un message est arrivé de la part de tante Denise, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis fier de toi. Protège Ivy. Tu fais ce qu'il faut. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci. Et pour la première fois de ma vie, j'étais sincère quand j'ai pensé, je suis libre. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis allé trop loin, ou était-ce le seul moyen de protéger Ivy? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus d'histoires.